Madame, Monsieur, bonsoir. Quel avenir pour les Juifs d'Europe? Vaste débat, que l'on se situe en Suisse, en Russie, en France, en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, le questionnement et les réponses ne sont certainement pas les mêmes. Pour en débattre ce soir, deux experts. À ma droite, le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, originaire de Zurich, mais dont la famille a vécu en Suisse romande, donc il parle parfaitement français. Il est établi depuis 28 ans en Russie, il est grand rabbin de Moscou et il est président de la conférence des rabbins européens. À ma gauche, le professeur Dominique Moisy, géopoliticien français, il a étudié et enseigné à Harvard, à Jérusalem, en France. Il est spécialiste en relations internationales, connaît bien le Moyen-Orient. Il s'intéresse également aux termes de sécurité. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont Un juif improbable. Livre où il se veut résolument juif, français et européen. Pour poser le cadre de ce débat, lorsque je suis venu le rencontrer à Paris, il était inquiet. C'était avant l'issue favorable des élections françaises. On ne savait pas si Marine Le Pen allait l'emporter. Il avait des doutes pour l'avenir des Juifs de France. Qu'en est-il aujourd'hui? À quoi avez-vous réchappé? L'extrémisme de droite et le populisme n'est pas loin. Est-ce que pour vous l'avenir s'annonce radieux ou est-il sombre? Radieux, non. Je citerai bien entendu la célèbre formule de Benedetto Croce. Il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Maintenant, depuis le 7 mai au soir, je me suis senti incroyablement soulagé. Soulagé comme Français, comme Européen et comme Juif. Et même un peu fier en tant que Français. Mes amis britanniques après le Brexit, mes amis américains après l'élection de Donald Trump se tournaient vers moi en me disant « jamais 203, vous allez avoir Marine Le Pen, c'est inévitable. Nous avons voté en Grande-Bretagne pour le Brexit, nous avons voté aux États-Unis pour Donald Trump, vous allez voter pour Marine Le Pen. » Eh bien, un pays particulièrement confronté au terrorisme, connaissant un taux de chômage, en particulier chômage des jeunes, très élevé, avec une dette très forte, avec un niveau de morosité collective très élevé, a élu un homme de 39 ans qui était de loin le plus pro-européen de tous les candidats, celui qui était le plus porteur d'espoir. Et la correspondante de CNN à Paris me faisait remarquer l'autre jour, elle est en France dans cette fonction depuis plusieurs années, que depuis le 8 mai, elle ressentait un climat différent à Paris. Certes, la menace des attentats était toujours présente, certes, la peur de l'échec était grande, mais il y avait quelque chose dans l'air qui était plus léger, quelque chose bizarrement que je n'ai pas connu personnellement depuis juillet 1998, lorsque l'équipe de France a remporté le mondial de football derrière son équipe multicolore. Le sentiment que la France est revenue en Europe et que le retour de la France en Europe peut signifier le retour de l'Europe dans le monde. Ce sentiment très fort
qu'il n'y a pas de fatalité devant l'arrivée au pouvoir des populismes. Au fond, on avait le sentiment, après la Grande-Bretagne, après les États-Unis, après la Pologne, après la Hongrie, que nous étions entrés dans un cycle historique noir, sombre. Les comparaisons se multipliaient avec les années 30, avec la fin du XIXe siècle et la montée du nationalisme. Et soudain, on s'est pris à rêver. Et si la France revenait au niveau de l'Allemagne? Et si l'Europe reprenait un rôle important dans le monde? Et l'opposition extraordinaire entre l'évolution des États-Unis au cours des derniers mois et l'évolution récente de la France est tout à fait symbolique. Vous avez un président jeune, intellectuel, cultivé, beau, modéré, et aux États-Unis, par charité, je m'abstiendrai de faire un commentaire. Alors, je me rends bien compte qu'il ne faut pas sombrer dans l'optimisme qui pourrait virer à l'irénisme. Les raisons de la colère qui ont fait que le populisme a été très puissant et le demeure sont toujours présentes. Elles s'expriment autour de trois mots, la colère contre les élites, la peur de l'autre et la nostalgie d'un temps qui n'existe plus. Et arrivant dans ce merveilleux hôtel Beau Rivage, me promenant dans le salon qui va nous accueillir plus tard, je pensais à tous ces traités de paix qui avaient été signés ici, dans ces deux salles, et qui étaient porteurs d'illusions, en réalité, après les espoirs. Donc je suis conscient du fait que rien n'est fait, tout est à faire. Mais pour la première fois, il y a le sentiment du possible. Et c'est une bonne nouvelle si rare qu'on ne peut que s'en réjouir. Merci Dominique Moisy. Monsieur le grand rabbin, vous venez d'une autre zone de turbulence. Vous avez subi de plein fouet l'ère Poutine, avec de multiples tensions, des hauts, des bas. Vous avez même été expulsé de Russie à un moment donné en 2005. Est-ce qu'il fait bon aujourd'hui d'être juif en Russie? D'abord, je me remercie Dominique pour cette introduction anti-américaine. Je vais la continuer maintenant en Russie. Et, ok. On dit la différence entre la Constitution américaine et russe. Les deux garantissent la liberté de la parole, mais la Constitution américaine, jusqu'avant Trump, a toujours aussi garanti la liberté après la parole. Alors, pour répondre à la question, ça vaut la peine d'être juif en Russie aujourd'hui ou pas? Alors, je crois qu'il faut toujours, si on parle de la Russie, pas seulement parler du présent, il faut parler aussi de l'histoire. La Russie a une histoire extrêmement difficile avec la communauté juive. C'est mieux d'être juif aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est mieux que d'être juif aujourd'hui qu'il y a 65 ans, quand mon prédécesseur, le grand rabbin de Moscou, le rabbin médaillé, a été fusillé et exécuté par Staline. Et c'est mieux d'être juif aujourd'hui que, disons, pendant la Révolution et avant, sous les tsars, quand l'antisémitisme était la politique officielle du pays. Mais la Russie, ce n'est pas un pays occidental, ce n'est pas une démocratie libérale. On a des problèmes. Il y avait deux rabbins qui étaient mis à la porte il y a quelques jours par une cour à Moscou. Ils ont dû quitter le pays après 15 ans de travail. Les bonnes nouvelles sont que
que même avec, disons, le conflit qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Europe, et la Russie et l'Amérique, avec tout l'anti-américanisme, anti-européanisme qui existe aujourd'hui en Russie, l'antisémitisme ne fait pas part de cette politique-là. Et la grande question, c'est pourquoi. Et la réponse, je crois, c'est le personnage du président de Vladimir Poutine, que j'ai parlé aussi moi-même quelques fois, la dernière fois il y a quelques mois, où je lui ai dit que je ne sais pas comment l'histoire va vous juger, mais sous votre présidence, il y avait une renaissance juive en Russie. Les synagogues qui se construisent, les écoles juives, et c'est plus facile aujourd'hui de marcher avec une kippa à Moscou que, disons, qu'à Paris ou à Bruxelles. Et peut-être ça a beaucoup à faire avec les relations personnelles entre Netanyahou et Poutine et les relations excellentes qu'il y a entre la Russie et l'Israël. Peut-être, je crains que ça peut changer dans le futur, parce que la Russie supporte les chiites et Israël essaie de se rapprocher aux sunnites, aux pays sunnites. Alors, les dangers sont là. Mais on peut dire en grand que la position de la communauté juive en Russie aujourd'hui est beaucoup meilleure que dans le passé. Merci. Justement, donc, liberté religieuse, liberté de culte. Monsieur Moïsi, comment voyez-vous l'exercice aujourd'hui de liberté religieuse pour le collectif juif, la sécurité pour les communautés, pour se rendre au culte ou à des activités communautaires? Est-ce que vous percevez quand même une crainte en France du juif de pratiquer, de se définir comme juif? Y a-t-il eu régression ces dernières années? La question est complexe en réalité. Je dirais que de 2012, les premiers attentats à Toulouse, à 2015, l'attentat contre l'hypercachère, qui suit l'attentat contre Charlie Hebdo, il y a un sentiment que la communauté juive est devenue une cible privilégiée du terrorisme. Et c'est dans le droit fil de ces années que vous avez une alia très importante de France vers Israël. Et puis à partir de la nuit tragique du 13 novembre, où le Bataclan, les cafés autour de la place de la République, les attaques contre le Stade de France, tous les attentats qui ont eu lieu ont ciblé de manière indiscriminée la société française dans son ensemble. L'attentat du Bataclan visait clairement la génération des trentenaires, était une attaque non pas contre ce que faisait la France, mais contre ce qu'était la France. Et ce n'était pas parce qu'on portait une kippa dans la rue qu'on risquait plus d'être victime d'un attentat terroriste. C'est un prêtre qui a été égorgé dans son église. Ce sont des passants qui ont été massacrés par un camion en pleine fête du 14 juillet dans la ville de Nice. Donc il y a un sentiment que c'est la société française qui est agressée. Et deuxième point, et c'est un sujet qui touche directement la communauté suisse et le cœur de vos débats, il y a eu le sentiment très fort d'être protégé par l'État français. Les synagogues
au lendemain des attentats de l'hypercacher, et ça a duré des mois, et ils sont encore protégés. Vous aviez la présence de l'armée dans la synagogue. Vous aviez jour et nuit des soldats en armes qui dormaient et protégeaient les lieux de culte. Lors du dîner du CRIF de l'année 2016, la communauté juive française a récompensé de manière privilégiée le chef de la police, le chef de la gendarmerie. Et il y avait des plaisanteries qui couraient dans l'armée. Nous ne pouvons pas continuer à protéger les communautés juives. Nos soldats commencent à prendre du poids et à devenir obèses, car toutes les communautés les nourrissent en permanence avec des gâteaux venus de tradition séfarade ou de tradition ashkénaze. Mais cette histoire traduit un état d'esprit réel. Il y avait vraiment un de mes amis qui n'est pas juif me racontait que sortant du musée juif, musée d'histoire du judaïsme à Paris, il avait été abordé par un gendarme qui lui disait « Soyez courageux, nous sommes avec vous ». Et lui-même ne comprenait pas très bien. Donc il y a vraiment eu des moments d'émotion très intenses qui ont fait, je crois, chaud au cœur à la communauté juive, avec le sentiment qu'un État jacobin fort était derrière eux pour les protéger. Et là, c'est l'armée, et pas seulement la police et la gendarmerie. Et hélas, depuis 2 jours, c'est l'armée britannique, selon le modèle français, qui va protéger la population britannique. Monsieur le rabbin Goldschmidt, vous nous avez parlé donc de la Russie, de la pratique du culte, ou je dirais de l'antisémitisme qui est contenu, qui est plutôt, je veux dire, sous le boisseau, sous le capot. Maintenant, puisque vous avez une vision en tant que président des rabbins européens, qu'en est-il au niveau de la pratique, je dirais, religieuse collective dans les autres pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne, que ce soit, je ne sais pas, l'Estonie, d'autres pays, les anciennes républiques. D'une manière générale, si vous deviez placer le curseur, est-ce que la pratique juive peut se développer, elle est mise sous le boisseau, sous la tutelle? Je parle au niveau collectif, hein, pas individuel. Ok. L'Europe était jusqu'à 1991 coupée en deux, entre l'Est et l'Ouest. Et à ce moment-là, l'Europe était réunie. Moi, je suis déjà arrivé en 89, mais beaucoup de mes collègues, aujourd'hui on parle de centaines de collègues, sont venus pour travailler, reconstruire la vie juive dans le bloc ex-communiste, une part qui fait déjà part de la commune européenne. Et on voit que Dieu merci, après 25 ans ou 26 ans de travail, il y a des synagogues qui fonctionnent et des écoles qui étaient créées et des milliers de juifs qui ont eu aucune connaissance juive. Ils ne savaient pas que c'était Kippour, ils ne savaient pas l'Aleph Bet. Et aujourd'hui, ils pratiquent le judaïsme partout, à Minsk, à Kiev, à Dniepropetrovsk, en Russie, en Estonie, en Latvie, en Lituanie, et en Hongrie et dans les autres pays. Une grande renaissance a fait et en Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a plus que 110 de communautés religieuses et plus que 70 rabbins communautaires qui travaillent dans les communautés allemandes. Ils ont même un propre séminaire rabbinique, même 2. Et il y a des rabbins qui travaillent ici en Suisse. Le rabbin de Bâle il était formé à Berlin.
Alors que le grand défi aujourd'hui, c'est en France, je crois, je dis toujours, c'est la France qui est le terrain qui est entre le pouvoir, entre l'espoir et la peur. C'est là-bas qu'il y a la grande bataille pour l'avenir de l'Europe. Et nous tous, les rabbins qui se sont rassemblés il y a 2 semaines à Amsterdam pour notre convention, étaient extrêmement contents de voir que la France a bien choisi, le futur, a choisi l'Europe et pas choisi l'extrême droite. Et nous, comme après l'attaque de Charlie Hebdo et contre le hypermarché Kasher, on est sorti avec une proposition comment lutter contre l'extrémisme musulman en Europe. Vous avez fixé des règles. On n'a pas fixé, on ne sait pas à nous de fixer des règles, c'est à nous de faire des propositions. On a écrit une lettre à tous les ministres d'État en Europe avec 3 propositions. La première proposition est qu'il faut avoir une transparence des fonds pour le soutien des communautés religieuses. Et les fonds ne peuvent pas venir des organisations ou des États qui sont intéressés dans l'extrémisme et la terreur. Et numéro 2, que la formation du clergé doit se faire sous le niveau européen, avec le pluralisme et la tradition de l'Europe. Et troisièmement, que dans chaque communauté religieuse, il y aura une personne responsable pour le monitoring de l'extrémisme. Parce que ça prend une personne de la communauté, de la religion même, pour comprendre quand un texte religieux est manipulé pour amener l'extrémisme. Et il y a l'Autriche qui a accepté nos propositions, qui a passé le Islam Gesetz il y a 2 ans. Et la France, après l'attaque horrible à Nice, a aussi passé des règles pareilles. Nous croyons que c'est ça le chemin pour lutter contre l'extrémisme, contre le terrorisme radical, l'islamisme. Ce n'est pas avec la guerre contre l'islam. L'islam, ce n'est pas l'ennemi de l'Europe, ce n'est pas l'ennemi du peuple juif. C'est l'islam modéré et pas moins victime de l'extrémisme que nous, juifs ou les chrétiens, qui vivent à Manchester ou à Berlin. Et nous, dans la conférence, on lutte contre le populisme de l'extrême droite partout. Et j'ai appelé maintenant à Amsterdam aux membres de la communauté juive de ne pas donner de la légitimation à l'extrême droite et de lutter pour une Europe commune sur les valeurs, avec les valeurs européennes, valeurs communes. Merci. Juste pour préciser, avant de céder la parole à Dominique Moisy, est-ce que vous, en tant que rabbin qui êtes à la conférence des rabbins, vous devez voyager, vous êtes un rabbin voyageur, si j'ai bien compris, dans les ex-pays de l'Est, on peut avoir une kippa assumée, alors qu'en France, il faut avoir une kippa discrète. J'aimerais juste dans la façon de vivre son judaïsme, pour qu'on aille vraiment, qu'on sache où on se situe. De quoi j'ai compris de mes collègues qui habitent à l'Ouest, dans les pays, des autres pays, c'est ça aujourd'hui, là, c'est ça le cas, que on est... Il y a une bienveillance de l'environnement, une bienveillance sociale. Disons, l'antisémite a plus peur en Russie du pouvoir qu'à l'Ouest. Merci. Je crois que c'est un point très important. On peut prolonger
ce propos qui vient d'être tenu. Porter une kippa dans certains quartiers de Paris peut effectivement représenter un risque pour sa sécurité. On peut être agressé par de jeunes musulmans qui ne savent même pas ce qu'est leur religion, mais qui considèrent que ça fait partie de leur révolte globale contre la société que d'agresser ces jeunes juifs. À l'inverse, on peut trouver dans des pays comme la Hongrie un discours au sommet de l'État qui est beaucoup plus proche de ce qu'on pouvait entendre dans les années 30. Donc on peut peut-être se promener comme juif dans les rues, mais il faut fermer ses oreilles. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Dominique, je suis 100% d'accord. Les attaques physiques antisémites qui se sont faites à l'Ouest, c'était presque toujours de l'extrême droite. Et vous avez raison avec Jobbik, etc. Les attaques physiques contre les Juifs à l'Ouest étaient toujours faites par des Maghrébins. Ouais. D'accord. Alors, on a vu que tout au long de cette soirée et des différents exposés, il y a vraiment la thématique de la sécurité qui paye pour le citoyen. Alors, on a vu qu'en Suisse, c'est compliqué, la Confédération, les cantons, les communes se renvoient la balle, qui fait quoi? On avance gentiment à la vitesse helvétique. Et je voulais savoir un peu, qu'en est-il en France? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'au fond, le citoyen juif ou les organismes juifs sont protégés? C'est l'État français qui paye? Comment ça se passe? Oui. Les communautés contribuent à leur sécurité, mais l'essentiel de leur sécurité est assuré par l'État français, à travers les activités de la police, de la gendarmerie, et c'est très important, de l'armée. Ce qui m'amène à la réponse à la question de la sécurité globalement. Comment on répond au terrorisme? Et là, le premier débat, c'est d'analyser les causes fondamentales de ce terrorisme. Et comme vous le savez, en France, il y a deux écoles de pensée assez opposées. La première, incarnée par Gilles Kepel, met l'accent sur la radicalisation intervenue au sein du monde islamique. La seconde école de pensée, incarnée plus par Olivier Roy, met l'accent au contraire sur ce qu'il appelle l'islamisation des radicaux. Le second met en évidence des phénomènes liés un peu au mouvement nihiliste, terroriste que l'Europe a connu à la fin du XIXe siècle, mais pour donner une justification à son instinct de détruire, on se déclare musulman, islamiste. Mais il n'y a rien d'islamique derrière. Il me semble que ces deux interprétations sont complémentaires plutôt qu'opposées. La première interprétation sur la radicalisation de l'islam, elle est importante pour comprendre l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Et elle appelle une réponse en partie militaire. Quand la France intervient au Mali contre des mouvements extrémistes, quand elle contribue à l'intervention au Moyen-Orient, en Irak, contre Daesh, ISIS, l'État islamique, le califat, elle contribue à affaiblir le terrorisme. Mais cette réponse militaire, elle fait partie de l'ensemble des réponses. Et il y a toute une gamme de réponses qui va du militaire sur le terrain à l'intelligence, le renseignement. 90% de la lutte contre le terrorisme passe par la prévention des actions, les activités de police et de protection, mais aussi des activités d'intégration, d'éducation. C'est toute la gamme de ces réponses qui est nécessaire. Et je crois que dans la communauté juive, comme dans la communauté française dans son ensemble, ce qui m'a frappé,
c'est en réalité, devant l'événement tragique, une forme de résilience, pour reprendre les termes de Boris Cyrulnik, que l'on a trouvé en Israël. Au fond, la résilience, elle est présente. On ne se résigne pas face au terrorisme, on sait qu'on vit avec, on prend des précautions, on sait que ces précautions ne vont pas toujours fonctionner, il n'y a pas de protection à 100%, mais on sait aussi que le nombre d'attentats réussis par rapport au nombre d'attentats planifiés tend à se réduire, même si, hélas, il y a des événements tragiques comme ce qui vient de se produire il y a 2 jours à Manchester. Mais c'était l'attentat le plus grave que la Grande-Bretagne ait connu depuis 12 ans, depuis les attentats de Londres en 2005, ce qui signifie que la protection britannique, mélange d'intelligence et de protection, a quand même remarquablement bien fonctionné au cours des 12 dernières années. Merci Dominique. Donc vous avez répondu d'une manière géopoliticienne, c'est-à-dire sur l'échelle de sécurité, tout ce qui doit se prendre comme mesure pour éviter des attentats et le containment. Maintenant, si on revient proprement, je dirais, à la communauté juive, puisque vous avez une expérience là-dessus, monsieur le rabbin Goldschmidt, comment ça se passe? On a envie de savoir comment ça se passe, je ne sais pas, en Suède, en Norvège, en Allemagne, qui paye pour la sécurité des synagogues ou des communautés juives? Est-ce qu'il y a ce débat qu'on a en Suisse, on ne sait pas, ou alors en France, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu moitié-moitié, ou comment ça se passe de manière générale? Quels sont, et peut-être tout simplement, quels sont les meilleurs exemples des États qui défendent leurs citoyens juifs et qui payent pour la sécurité de leurs citoyens juifs? Ça varie entre les pays. L'exemple qui était donné par la France, après Charlie Hebdo, je crois que l'État français a payé plus qu'1 million d'euros par jour pour protéger les institutions juives. Et nous, comme la conférence des rabbins européens, ont donné le prix au nom de Lord Jakubowicz à votre Premier ministre Manuel Valls comme reconnaissance sur l'aide que l'État français et que le gouvernement français a donnée à la communauté juive. En Angleterre, l'État, le gouvernement a des relations très étroites avec la Société de sécurité de la communauté de la CST, et je crois qu'il y a quelques mois a donné 11 millions de pounds et en Allemagne, le gouvernement fait aussi beaucoup. Et aussi dans les autres pays. Mais le plus qu'on va à l'Est, le moins les gouvernements aident. Mais il y a aussi moins de problèmes du terrorisme islamique quand on va plus à l'Est. De l'autre côté, j'aimerais dire que la position de la conférence des rabbins européens est la suivante, qu'on peut demander d'un citoyen d'un pays de se protéger contre un voleur, contre quelqu'un qui l'attaque, quelqu'un de personnel. Mais contre le terrorisme, c'est l'État qui doit protéger chaque citoyen, avec aucune différence si le nom du citoyen, il est Stauffacher, Streuli ou Cohen ou Dreyfus. C'est le devoir de l'État de protéger chaque citoyen. Ici, un citoyen juif ou une communauté religieuse juive est sur la première ligne. Et j'aimerais dire et répéter ça aujourd'hui. Nous, Juifs, on est encore toujours sur la première ligne pour Daesh et pour les Iraniens et pour toutes les autres qui veulent nous attaquer. Et à cause de ça, j'aimerais bien voir que tous les pays européens, inclus la Suisse, vont faire le maximum pour protéger leur communauté juive. Dernière question, c'est la question de l'avenir. Est-ce que, au fond, l'âge d'or des communautés juives européennes est-il derrière nous ou devant nous? Comment les choses
vont-elles se dessiner? J'aimerais qu'on se livre un peu à de la politique fiction. C'est aussi le rôle d'un géopoliticien, un peu de nous faire rêver et puis de voir un peu comment ça va se situer. On voit que du côté des Juifs français, ben, il y en a beaucoup qui partent. Il y en a beaucoup... Non ? Statistiquement, non. Mais il y a ce sentiment... Ça représente... c'est marginal. Ça a été spectaculaire pendant 2 ans. La dernière année, ça a déjà été la moitié de ce qui était. Et donc, c'est une communauté qui fait à peu près 600 000 personnes. L'année dernière, il y a 6 000 personnes qui est partie pour Israël. C'est pas négligeable, mais ça n'est pas non plus un nombre considérable. Mais alors, par rapport au territoire de la République, on sait très bien que les Juifs ont mis énormément de temps à sortir des ghettos pour rentrer dans la société civile, pour qu'on les laisse vivre dans la société civile. Maintenant, ce que je dirais, les communautés juives religieuses se remettent dans des formes de ghettos partiels dans la ville, des ghettos volontaires. Comment vous voyez, vous, l'avenir des communautés, peut-être d'abord de la France? Je sais que vous connaissez bien les États-Unis. Il y a aussi le problème de l'assimilation, mais ça sera plutôt le boulot de M. Goldschmidt de nous en parler. Mais comment vous voyez, au fond, l'avenir de cette communauté? Est-ce qu'elle vieillit, elle émigre, elle va changer les valeurs? Si j'essaye de prendre une vision historique, un peu de recul. J'étais très frappé par le discours de Manuel Valls immédiatement après l'attentat de l'Hypercacher. Et il a dit: la France n'est pas la France sans ses Juifs. La France ne peut pas rester la France sans ses Juifs. Et je dois dire, je suis né juste après la guerre, mais mon père, né en France, croix de guerre 39-40, a été dénoncé par un Français à Nice, emmené par des gendarmes français à Drancy, d'où il est parti pour Auschwitz, et il faisait partie des 4 personnes qui sont revenues d'un convoi de 1000 personnes. Et donc, bien entendu, je ne fais pas la comparaison, mais quand je vois la vie qui a pu être la sienne et la vie que j'ai connue moi-même dans mon pays, en France, je me garde de sombrer dans des visions cataclysmiques qui me paraissent même choquantes par rapport à ce que mon père a vécu. Alors, il y a un problème réel, les territoires perdus de la République. Il y a un problème que l'État a cédé en matière d'éducation et même en matière de sécurité. Un certain nombre de territoires ne sont plus des territoires dans lesquels on peut se promener avec une kippa ou, quand on est femme, on peut s'asseoir à la terrasse d'un café. C'est aussi simple que cela. Et l'ambition de Emmanuel Macron est précisément de rendre ces territoires à la République, avec une politique qui met l'accent avant tout sur l'éducation. Alors, que se passera-t-il? Je n'en sais rien. Ce que je sais, ce que je crois profondément, c'est que le peuple juif, dans son ensemble, et c'est ça qui m'importe, a besoin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Il est important que l'État d'Israël soit fort. Il est important que la communauté juive américaine soit puissante. Il est important qu'il y ait en Europe des communautés juives qui voient un avenir dans le pays auquel elles appartiennent, au sein d'une union réconciliée avec elle-même. Donc c'est ça un peu qui m'anime
quand je dis et quand j'ai écrit ce livre où je m'exprimais en tant que Français, Juif et Européen. Je crois qu'il y a une réconciliation possible et nécessaire entre ces trois identités. On a beaucoup progressé, on a un peu régressé, on peut progresser à nouveau. Merci. Monsieur le grand rabbin, vous avez une vision plus, comment on dit, tachles, concrète, c'est-à-dire que pour vous, quand même, un bon juif, c'est quand même quelqu'un qui pratique, si possible qui mange kasher, qui respecte Shabbat, qui respecte certaines lois. Est-ce que pour vous, l'avenir de l'Europe, alors comme on l'a vu, l'avenir de l'Europe, ça dépend où on est en Europe, c'est pas partout pareil. Est-ce que pour vous, l'âge d'or, c'est derrière, c'est devant? Est-ce que pour vous, vous voyez plutôt, je ne sais pas, la place de la France, la Grande-Bretagne émerger, l'Amérique latine, les États-Unis, Israël? Comment vous voyez, vous voyez l'avenir du judaïsme européen à la base, mais global? Vous m'avez maintenant rappelé à une histoire qui m'est arrivée, je crois, plus que 20 ans. Moi, comme grand rabbin de Moscou, je me suis aussi beaucoup occupé de la certification de judaïsme des personnes qui ont caché leur origine juive pendant la période soviétique et maintenant veulent ouvertement être ou partir en Israël ou faire part de la communauté. Alors c'était à moi de décider si la personne peut être certifiée comme juive ou pas. J'avais chez moi toute une fois 5 sœurs qui sont arrivées. Ils sont tous nés à Harbin, c'était en Chine. Les parents étaient des communistes, des révolutionnaires qui étaient exilés par le tsar. Et 4 des sœurs étaient, dans le passeport interne, étaient marquées comme Yevreika, des juifs. Une n'était pas. Alors, j'ai tout vu et j'ai dit, OK, alors on donne le certificat à cette sœur-là. Après, il y a une autre sœur qui est retournée chez moi et dit, Monsieur le rabbin, je ne vous comprends pas. Cette sœur-là, pour les derniers 50 ans, elle ne s'est pas vue comme juive. Elle était le chef du parti communiste de son village. Et maintenant, ça vaut la peine d'être juif. C'est maintenant, vous donne le certificat qu'on est juif. Alors j'ai répondu, c'est aussi la réponse à vous. Moi, je peux décider qui est juif et pas. Qui est un bon juif ou pas bon juif, c'est Dieu qui décide. Mes chers amis, sœurs et frères, je crois que les derniers problèmes qu'on a en Europe avec les défis du terrorisme a créé une certaine polarisation dans le judaïsme européen. D'un côté, on a des juifs qui sont devenus plus proches du judaïsme, qui sont partis pour l'Israël, font Aliyah, en sortir leurs enfants des écoles généraux et mis dans les écoles juives. Mais de l'autre côté, il y a toute une partie de la communauté juive qui ont peur aujourd'hui de venir dans les synagogues, dans des centres communautaires, et essayent de s'éloigner du peuple juif. Et en général, on voit aujourd'hui que dans notre génération, on a moins de personnes qui mangent kasher, et on a plus de personnes qui mangent glatt kasher et non kasher. Et je crois que le devoir des rabbins est, dans chaque communauté, de faire tout qu'une communauté juive peut continuer à exister aussi longtemps qu'il y a des juifs qui habitent dans ce village, ou dans cette ville, ou dans ce pays-là. Et pour paraphraser, vous savez que du temps soviétique, il y a le peuple juif qui a lutté pour laisser les juifs partir de l'Union soviétique, et on a dit « Let my people go, shalach et ami ». Je crois aujourd'hui, le devoir c'est « Let my people know ». Laissez le savoir juif. Il y a beaucoup. Let my people stay as Jews. Et je crois que c'est ça le défi et notre devoir comme rabbin et comme communauté juive. Écoutez, messieurs, on n'a pas fait tout le tour, mais
Merci de vos éclairages, de vos réflexions stimulantes. Bien entendu, on n'a pas toutes les réponses, mais ça vous laisse à penser, ça vous donne du grain à moudre pour la journée de demain. Cher public, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent congrès. Merci.